En avant-première. Ce soir, France 2 propose une programmation spéciale consacrée aux ados qui tombent dans la drogue. Un téléfilm et un débat pour comprendre le combat de ces parents dont les enfants sont en perdition. Pour en parler avec nous, Serge Lebigot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Parents contre la drogue. Et puis Stéphane Bachos, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur du golf éducatif, mais surtout, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes un ancien drogué. Vous êtes tombé dans la drogue quand vous étiez plus jeune. Vous allez nous raconter votre histoire avec dans plaisir. un instant. Auparavant, la bande-annonce du téléfilm que vous verrez ce soir sur France 2. Inédit, mercredi soir. Vos enfants sont maintenus en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Votre fils, je comprends pas, quel rapport avec le mien? J'ai la racaille et vous le gentil premier de la classe, c'est ça? Fous ta vie en l'air, hein? Va en prison, prends-toi pour un caïd. Tout le monde prend de la coke pour faire la fête. C'est quoi le problème? Romain se balade avec ça. Tu vois toujours pas le problème? Ils se cachent. Ils ont peur, ils sont en danger. On sait où commence l'amour d'une mère. On n'imagine pas jusqu'où il peut aller. Prêt à tout, mercredi soir sur France 2. Stéphane, on va commencer avec vous parce que votre histoire nous intéresse et elle est peut-être symbole pour beaucoup de gens. Vous êtes tombé dans la drogue violente, c'est l'héroïne. Vous aviez 22 ans. Oui. Pour quelle raison? Je pense que je m'étais marginalisé déjà un tout petit peu avant avec les drogues un peu plus douces comme le cannabis, l'herbe, la cocaïne. La cocaïne, c'est pas une drogue douce, hein, mais... Un peu plus douce, Oui. et pour arriver jusqu'à l'héroïne à 22 ans. Et c'était, je pense qu'il y avait deux facteurs. Le premier, c'est un manque de repères probablement et de dialogue avec la famille, qui est un des premiers problèmes dans la drogue avec les jeunes, c'est de ne pas pouvoir discuter avec ses propres parents de ses propres problèmes. Et c'est très difficile. C'est vraiment un enjeu qui est très très compliqué. Et à partir du moment où on a franchi la barrière de la marginalisation, on est ouvert à aller de plus en plus loin. Et par amour pour mon histoire d'amour de l'époque, à 22 ans, je me suis dit qu'il fallait que j'aide cette femme dont j'étais éperdument amoureux. Et autrement qu'en lui disant arrête, vas-y, sors du trou. Elle était dedans. Elle était dedans et je m'étais juré de ne jamais y aller parce que j'avais peur de l'héroïne en fait. Donc, mais par amour, j'ai plongé en pensant que je pouvais aller dans le trou avec elle et avoir la force de remonter les deux. Finalement, on est restés les deux un certain temps dans le trou, mais on est tous les deux sortis. Vous étiez accro? Ah oui, grave, mais c'est terrible. Ça veut dire quoi être accro? Ça veut dire avoir besoin de se piquer tous les jours, enfin de prendre de la drogue tous les jours? Non, je me piquais pas. Heureusement, j'ai jamais passé le cap de la shooteuse. Je suis resté à la sniffette, comme on dit. Mais à l'héroïne quand même, oui. Oui, à l'héroïne. C'est une drogue, c'est la pire des drogues. C'est la chose, je connais plein de choses malheureusement dans ma vie, et notamment dans les produits psychotropes. Mais alors celle-là, elle est vraiment affreuse parce qu'en fait, on n'est jamais défoncé. On passe de malade à normal. Donc soit on est en manque, soit on est normal. Et je vous laisse imaginer la partie de vos journées quand vous vous réveillez le matin et que vous ne supportez pas un drap sur vous, vous ne supportez pas l'eau de la douche parce que ça fait mal, vous ne supportez pas ne serait-ce qu'une petite réflexion normale. Enfin, vous supportez rien tant que vous n'avez pas eu votre petite dose d'héroïne qui vous remet à l'état normal. Pendant combien de temps? Quelques heures, puis remalade. Donc finalement, la vie d'un toxicomane, c'est d'aller chercher de l'argent. Quand on regarde une page, il y a 90% de la page qui est « je cherche de l'argent ». Quand j'ai trouvé l'argent, je cherche de l'héros. L'argent, vous le trouviez où? On fait plein de bêtises, là. On vole? Oui, on vole. On vole, on ment, on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais on n'a pas le choix, parce que de toute façon, on est tellement malade qu'on n'a pas d'autres possibilités. Ou bien on arrête, et il faut passer cette étape qui est terrifiante du mal, hein, parce qu'on est vraiment très, 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 très en manque. Très malade. C'est facile de trouver de la drogue, parce que c'est la question qu'on se pose toujours quand on fréquente pas du tout ce milieu. On se dit quand même trouver de l'héroïne, enfin voilà, ça se trouve pas dans la rue. On en trouve facilement. Si, ça se trouve dans la rue. Oui, enfin ça se trouve dans la rue, je voulais dire, ça se trouve pas en bas de chez soi, quoi. Normalement. Ça dépend où on habite, mais moi, il y a un moment où j'habitais pas très loin de là où on en trouvait. Donc, ouais. C'est facile à trouver. Oui, c'est super simple. C'est super simple, et puis on trouve tout et n'importe quoi. Ce qui est terrible d'ailleurs, parce que les produits sont de qualité très moyenne, elles vont de très forte à très faible. Si on les injecte, ça a des conséquences dramatiques. Moi, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec des gens qui injectaient, des gens qui se piquent sous la langue parce qu'ils peuvent plus se piquer sur les veines qui sont durcies. On trouve les produits super facilement. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'argent. Serge Lebigot, vous êtes président de l'association Parents contre la drogue. Stéphane a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, c'est peut-être aussi le manque de dialogue avec les parents qui fait qu'on tombe dans la drogue. Oui, ça c'est un problème typiquement français.
En fait, les parents ne parlent absolument pas avec leurs enfants de la drogue. Et moi, tous les parents que je reçois, à chaque fois, je leur dis vous avez prévenu vos enfants du danger des drogues? Et en fait, absolument pas. Et quand je fais la prévention dans les écoles, dans les classes de 4e, donc des jeunes qui ont 13 ans, je leur pose toujours la question combien de parents vous ont parlé? Et en général, on tourne à 1%. Stéphane, vous en avez parlé, vous? Vos parents vous en avez parlé? Alors oui, c'est-à-dire les parents parlent mal. Et malheureusement, c'est tout ce problème-là. Ma fille a aujourd'hui 16 ans. Et je peux vous dire que c'est un vrai sujet de préoccupation. Donc elle connaît votre parcours? Elle connaît mon parcours, oui. Elle sait que vous avez touché à l'héroïne? Oui, elle sait. Alors je suis pas arrivé comme ça de but en blanc. Ça fait 2-3 ans qu'on parle. J'ai été récemment conférencier sur une plateforme TED où j'en ai parlé beaucoup plus ouvertement. Donc ma fille est très au fait. Et j'essaye de maintenir ce dialogue très ouvert, non punitif, non jugé, très à l'écoute. Et c'est, je crois, ce qui, moi, m'a manqué quand j'avais... Pas son âge, parce que c'était 22 ans, donc c'était un peu plus vieux. Mais est-ce que tous les parents, finalement, ne se disent pas « mon fils ou ma fille n'y touchera jamais » Est-ce que c'est pas ça le problème? Et c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas? C'est amusant, parce que moi, tous les parents que je reçois, à chaque fois, ils disent « je pensais que le copain ou la copine de mon fils ou de ma fille consommait, mais surtout pas mon enfant ». Et en vérité, tous les parents se disent ça. Et c'est là le vrai problème. C'est qu'en vérité, chacun pense que non, ça n'arrivera pas. Et on voit bien, ce qui est inquiétant en France à l'heure actuelle, c'est même pas de dire des chiffres, mais c'est l'âge de la première consommation. C'est 13 ans la moyenne française. 13 ans pour quoi? Pour le cannabis. Et on est au lycée à la cocaïne. Donc c'est très inquiétant. Moi j'ai fait une caméra cachée il y a 4 ans dans les 5 plus grands lycées parisiens. Dans les 5, on a trouvé de la cocaïne. Donc c'est vraiment inquiétant. On voit bien, le prix de la cocaïne a baissé énormément. Toutes les brigades de stupéfiants le disent à l'heure actuelle. On a une épidémie de cocaïne chez les jeunes qui est catastrophique. Mais qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui au lycée touchent à la cocaïne? C'est l'envie de quoi? L'envie d'avoir des émotions? C'est l'envie de faire comme les autres? C'est l'envie de faire comme les autres, c'est l'envie d'essayer tout un tas de choses. Je me rappelle dans une émission de France 2, il y a déjà plusieurs années, où j'avais participé à un débat, 2 jeunes filles faisaient pari dans l'année scolaire d'essayer toutes les drogues. Donc on voit bien, là, ils en étaient, quand on a fait le film, ils en étaient à la kétamine. Donc ils sont des drogues quand même... très dangereuse. Et en fait, c'est l'idée de je vais faire comme mon copain, comme ma copine. Mais est-ce qu'il y a un profil, en fait, du jeune qui touche à la drogue? Est-ce que c'est certains milieux plus que d'autres? Alors, sur la cocaïne, moi je dirais je fais de la prévention dans les lycées et collèges, on va dire de l'Ouest parisien. Effectivement, c'est plus dans l'Ouest parisien que dans l'Est parisien où j'habite. Le cannabis, ça touche. Mais l'Ouest, ça veut dire qu'il y a plus d'argent. Il y a plus d'argent. On situe pour les gens qui ne sont pas forcément à Paris, c'est une zone où il y a plus d'argent. C'est une zone où il y a plus d'argent. Ça coûte quand même cher. Même si ça a baissé, il faut quand même sortir de l'argent. Et effectivement, si vous allez autour des lycées et collèges parisiens, dans le 7e, 8e, 16e, le matin, midi et soir, vous avez les consommateurs, cannabis, cocaïne, n'importe quoi. Et vous avez le dealer qui est là en permanence. Tout le monde le sait, personne ne dit rien. Donc, Stéphane, comment vous en êtes sorti, vous? Juste pour rebondir sur quel est le profil type. S'il peut y en avoir un, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y a il y a un point commun avec tous ces profils types, c'est ce manque d'amour à la maison. C'est pas un manque d'amour qui est un manque d'amour véritable, mais c'est ce manque de temps consacré à l'enfant, ce manque d'échange, ce manque de dialogue, qui est souvent compensé par des cadeaux ou de l'argent ou quelque chose. Vous, c'est ce que vous ressentiez? Vous ressentiez ce Moi, manque j'ai d'amour? l'impression que vous avez une famille dont le père est assez connu, très connu, voilà. Je peux pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je le remercie parce que c'est lui qui m'a aidé particulièrement à m'en sortir. On peut dire d'un mot ce que fait votre père, enfin, ce qu'il Papa, faisait. il est toujours. Oui, alors il est toujours là, papa. Oui, non, parce qu'il faisait comme métier en étant connu. Michel Bachot, c'était une grande marque de prêt-à-porter. Et comme tous les hommes tous les entrepreneurs à succès, et particulièrement à cette époque, il y avait beaucoup de travail et donc peu de temps pour les enfants, même s'il s'en accordait à son goût suffisamment. Mais finalement, c'était très compliqué d'allier les deux. Et il vous manquait? C'est pas qu'il me manquait, c'est que j'avais envie de lui dire des choses complètement débiles, comme par exemple j'ai envie de fumer un pétard, mais c'était pas possible. Le dialogue, j'avais envie de partager ça, parce que je savais pas pourquoi j'avais envie, mais si je peux pas le partager avec mon propre papa ou ma propre maman, c'est compliqué. Donc finalement, comme on a peur de le dire, parce que le dialogue est fermé en disant si tu te drogues, c'est la fin du monde, il faut. Enfin, je ne sais même plus quelles étaient les réprimandes qu'il pouvait y avoir, mais c'était vraiment la chose qu'il fallait absolument pas aborder. Et finalement, il y a bien un moment où, comme on n'a pas le temps et l'amour, enfin, l'amour on l'a, mais j'entends l'amour, on passe du temps, on s'écoute, on n'écoute pas c'est pas les parents qui s'écoutent parler, c'est les parents qui écoutent les enfants. Moi, je me mets à la place de votre père en entendant ça.
c'est culpabilisant de dire ça Mais aussi j'ai pas pour lui. envie qu'il culpabilise. Oui, mais en même parce temps, que- vous dites, parce qu'il m'a sauvé, il m'a aimé, il m'aime toujours, je l'aime toujours profondément. On ne peut pas être parfait. Moi, je suis aussi un parent imparfait avec ma fille. C'est pas, je veux surtout pas qu'il soit coupable parce que papa, sans toi, je ne serais pas là. C'est clair, il m'a aidé à m'en sortir. Quand on a pu, et c'est là que c'est bien la preuve de ce problème de manque de communication et de repères, c'est que le jour où il a fallu mettre les choses au grand jour, c'est-à-dire que ça a été la détresse absolue d'avouer « oui, je me drogue et oui, je prends de l'héroïne », parce que je peux vous dire que là, il y a les larmes qui arrivent et on se sent très, 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 très mal. Et ben lui, il a pris les choses à bras-le-corps, il a dit « je vais pas te laisser tomber ». Il a vraiment tout fait pour m'aider et il m'a aidé jusqu'à m'amener à découvrir le golf, parce que c'est quand même lui... C'est le golf qui vous a sauvé, en plus, c'est le C'est sport. papa d'abord, Ouais. et après le golf ensuite. Non, mais c'est magique, c'est vraiment une histoire magique. Mais ce qui prouve bien qu'au moment où il y a eu ce partage et cette reconnexion sur le dialogue, les choses se sont arrangées. On aurait peut-être pu les avoir avant, on les a pas eu, c'est pas grave. Mais c'est étonnant parce que quand on vous entend même aujourd'hui, on a l'impression que c'est un enfant qui dit c'est papa qui m'a sauvé. C'est fort quand même. C'est toujours papa, hein, on est toujours l'enfant de son papa. Non, mais vous êtes encore ému en fait de ce qu'il a fait. Oui, c'est quand même. Je connais pas beaucoup de parents qui se seraient. Enfin, c'est compliqué quand vous recevez en pleine face mon fils se drogue et prend de l'héroïne, il est toxicomane. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'est pas une information qui doit faire plaisir à n'importe quel parent. Serge Bigot, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui ose vous dire je me drogue? Ben, il faut parler avec lui, surtout pas avoir la réaction de le mettre dehors, parce que ça, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ont cette réaction-là, et donc c'est encore pire, parce qu'on là, on l'envoie vraiment dans les bas-fonds de la drogue. Il faut l'aider, tout faire pour qu'il décroche. Oui, mais là, c'est quoi tout faire? Il faut aller voir des structures, en fait, pour qu'ils puissent l'aider à décrocher. Et est-ce que, pour prolonger la question que je posais tout à l'heure, est-ce que les parents doivent culpabiliser? Est-ce que les parents doivent se dire j'ai raté quelque chose? Non, ils ne doivent pas se culpabiliser, mais par contre, je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les parents n'ont plus de discours avec leurs enfants. Moi, je m'en aperçois de plus en plus. Et le problème de l'argent, je donne de l'argent le week-end à mon enfant et finalement, je l'élève. Mais enfin, c'est pas ça, élever un enfant. Donner de l'argent, ça veut pas Il y dire... a beaucoup de parents, enfin, on va pas culpabiliser totalement les parents non plus, parce que beaucoup de plus. parents n'ont pas le temps. Beaucoup de Oui. parents travaillent du matin au soir, Mais ils c'est- rentrent, voilà, ils n'ont pas le temps de voir leur enfant, ils sont crevés de leur journée. Et il y a C'est beaucoup de parents aussi, qui font ce qu'ils peuvent aussi. Bien sûr, c'est aussi un des problèmes, malheureusement, de l'ère actuelle, c'est que les parents n'ont plus beaucoup de temps, tout le monde travaille, le papa, la maman travaillent. Et effectivement, l'enfant, il est pratiquement... c'est la rencontre avec les copains qui, malheureusement, consomment déjà et qui vont l'inciter à dire, tiens, essaye. Juste un mot, Stéphane, je voudrais savoir, ce moment où vous l'avez annoncé à votre père, vous lui avez dit, voilà, je me drogue, comment ça s'est passé? Mal, enfin mal, et en même temps c'était une espèce d'épée qui sortait, parce que d'abord ça faisait, je suis resté quand même, je suis sorti de là le 10 février 1989, et c'est une date dont on se souvient presque 30 ans maintenant, et pendant les 5 années où j'étais dedans, donc malade, juste on passe donc systématiquement de en manque à normal, ce qui est quand même hyper décevant, parce qu'à la base, on fait ça pour se défoncer un peu, quoi. Enfin, à la base. Et finalement, on n'a jamais ces états-là. Donc, On revient à la normalité simplement quand ouais, on se drogue. on est trop défoncé au début, parce que les produits sont trop forts, donc on est comateux complètement, pour arriver à malade après un petit mois, déjà malade, et puis on passe de malade à normal pendant comme ça 5 ans, et on passe de très malade à juste normal, parce que si les produits sont pas suffisamment forts, ça fait pas tout à fait l'effet. Et votre père, tout de suite, a voulu vous sauver, vous Non, sortir? en fait, on a regardé Vous les n'avez pas pris de comptes. claque, pour être clair? Non, j'ai pas pris de claque, mais il y a un moment, les comptes bancaires étaient en train de s'afficher en rouge dans tous les sens, en disant, alors je trouvais toujours des excuses à la noix de coco. Puis un jour, la noix de coco, on a appelé la banque, et la banque a dit que c'était faux, et que là, il a fallu que je me livre parce que j'étais pris au piège. Et là, il y a toutes les 5 années de toxicomanie qui sortent. Et on n'est pas très bien, et en même temps, on est très bien, parce que finalement, maintenant, ils sont au courant. Donc maintenant, on va pouvoir gérer le problème. Et après, c'est 16 tentatives de désintoxication. 16 tentatives? Ouais, 2 cures absolument inutiles. Je ne veux pas être négatif contre les organismes qui organisent des cures, mais c'est absolument inutile. Des tentatives seules qui ne marchent pas. Bon, enfin, c'est très compliqué. Docteur Olivenstein, si tu nous entends, c'était un monsieur formidable qui lui avait trouvé le chemin. Il m'avait dit, Steph, c'est pas la peine, si t'as pas envie d'arrêter, n'arrête pas. Et en me disant ça Ça il vous a m'a poussé à donné arrêter. envie d'arrêter. Merci pour ce témoignage, Stéphane Bachose. Je rappelle que vous êtes créateur du golf éducatif. Alors un mot, Également. pas créateur, je suis cofondateur du golf éducatif. Co-créateur. Voilà. Et si j'avais un conseil à donner aux parents, évidemment, c'est de Faites passer faire du sport. plus de temps, plus d'amour et d'échanges avec leurs enfants. Mais un conseil à donner aux enfants, venez nous rejoindre pour changer d'herbe
en jouant au golf. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Bill Owens, qui est le fondateur du golf éducatif, alors ce monsieur quand même, il faut le signaler, il a inventé une méthode pour apprendre à jouer en quelques heures, et il s'en sert dans les écoles, dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, pour rééquilibrer la nature et l'être humain. Donc, aller jouer au golf, c'est une drogue alternative, et aujourd'hui, on peut jouer aussi facilement qu'on marche. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est la plus belle des drogues, et on sera ravis de vous accueillir. Eh bien, c'est dit, merci. Merci Serge Bigot également, président de l'association Parents contre la drogue, et merci de nous avoir éclairé avec votre expérience et ce que vous faites pour ces